La France produit des armes. Beaucoup d'armes. Suffisamment pour être devenu le deuxième plus gros vendeur au monde. Mais pourquoi ? L'armement, c'est pas juste une question de défense. En France, 200 000 personnes travaillent dans cette industrie qui est devenue vitale pour notre économie. Aujourd'hui, la France vend ses armes aux quatre coins du monde pour des milliards d'euros. Rafale, sous-marins, chars d'assaut, missiles, elle est positionnée juste derrière les États-Unis et vend plus d'armes que la Russie, la Chine ou l'Allemagne. Ces contrats redéfinissent des alliances et des rapports de forces internationaux. Mais cette industrie a évidemment un côté très sombre. Car la France arme parfois des dictatures. Et pourtant, il faut vendre. Parce qu'une armée, ça coûte cher. Surtout dans un monde où les conflits se transforment jour après jour et où l'armement est devenu une course à la technologie. Aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine et le retour de Trump au pouvoir, la stabilité internationale est devenue incertaine. Au total, notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines. Et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère où les pays doivent montrer qu'ils ont de véritables ressources militaires. La course au réarmement est donc lancée. Enfin bref, c'est un vrai sac de nœuds qu'on va essayer de démêler aujourd'hui, pour comprendre pourquoi la France produit autant d'armes et quels sont les vrais enjeux derrière cette industrie. Ce qui est sûr, c'est que comme dans beaucoup de sujets complexes, rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. Le deuxième exportateur mondial d'armes. Toujours vers la France et les regards se tournent. Qu'est-ce qu'on me reproche? De trouver des contrats? Nous entrons dans une économie de guerre. L'indépendance de la France. La dissuasion nucléaire française. Military equipment. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement à se mettre en rapport avec moi. L'autre jour, je bossais tranquille dans un café, connecté à un Wi-Fi public, enfin le classique café free Wi-Fi. Et là, je me suis dit, mais attends, et si ce réseau était un faux? Parce que ouais, c'est une vraie technique. Les hackers créent un faux réseau, et pendant que tu scrolles et que t'envoies des mails, ils interceptent toutes tes données. Et c'est exactement pour ça que j'utilise NordVPN, qui par le plus grand des hasards, le plus grand des hasards, se retrouve à sponsoriser cette vidéo. La vie est bien faite, non? Tu trouves pas? Bon, vous le savez, NordVPN permet plein de choses. Mais avec protection anti-menace pro, même si je suis pas connecté au VPN, l'appli continue de bloquer les pubs malveillantes, de détecter les sites de phishing, d'analyser les fichiers que je télécharge et même de me prévenir si mes identifiants circulent sur le dark web. Je reçois une alerte instantanément. Et le pire, c'est que la plupart des gens, ils utilisent le même mot de passe partout. Je suis un mot de passe. Non, c'est pas un mot de passe. Et bah, avec NordVPN, il n'y a plus de je suis un mot de passe. Non, plus ça. Parce que leur application NordPass génère des mots de passe ultra solides et les retient à votre place. Et évidemment, c'est la porte vers un nouveau monde du divertissement. Avec les catalogues Netflix du monde entier. Une fois que vous aurez testé, vous pourrez plus revenir en arrière rien que pour ça. C'est évidemment disponible sur toutes les plateformes. Enfin bref, il faut que vous testiez, ne serait-ce que pour Netflix. Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit juste d'utiliser mon petit lien dans la description. Déjà parce que ça me soutient énormément, merci beaucoup. Et en plus de ça, parce que ça vous donnera 4 mois gratuits sur votre abonnement. Et puis ça coûte rien d'essayer parce que vous avez une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, revenons à la vidéo. En 1940, l'armée française est balayée par l'Allemagne. C'est une défaite brutale et humiliante. Le pays est occupé et le drapeau nazi flotte sous l'Arc de Triomphe. Un passage douloureux de l'histoire de la France. Mais parfois, c'est dans les périodes sombres que naissent des dirigeants. Depuis Londres, un général français, Charles de Gaulle, fonde la France libre, un mouvement de résistance contre l'envahisseur allemand. Dans son célèbre discours à la radio du 18 juin 1940, de Gaulle dit clairement que c'est à cause de son manque de matériel militaire que la France s'est fait envahir. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Et cette prise de conscience, elle va marquer la vie politique française. La France doit être armée et équipée. Sa survie en dépend. La guerre passe, mais De Gaulle n'oublie pas. Alors, quand il devient président de la République en 1959, il veut tout faire pour rendre le pays autonome stratégiquement, pour que la France
France devienne la seule maîtresse de son destin. Et pour ça, quoi de mieux que d'obtenir l'arme absolue, celle que tout le monde veut. Les recherches sur le programme nucléaire s'accélèrent et en 1960, dans le désert d'Algérie, des scientifiques français retiennent leur souffle, juste avant d'assister à une explosion qui propulse la France dans le club nucléaire. L'opération Gerboise Bleue est un succès. La France possède maintenant la bombe atomique. Une adhésion à un club qui vous permet, au-delà d'avoir ce pins super cool, d'envoyer un message au monde entier. Vous avez maintenant la capacité de faire disparaître l'entièreté d'un pays s'il vous attaque. La fameuse dissuasion nucléaire. Et en 1966, pour montrer qu'elle n'a plus besoin de personne, la France quitte le commandement militaire de l'OTAN. De Gaulle ne veut pas que l'armée française soit sous les ordres des États-Unis qui ont une influence dominante sur l'OTAN. Le pays reste dans l'OTAN, mais il aura le contrôle total sur son armée et il n'y aura plus de base militaire américaine en France. C'est la voie de la solitude, mais c'est aussi la voie de l'indépendance. Une décision historique qui sera d'application jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy fasse marche arrière bien plus tard en 2009. Le moment est donc venu de mettre fin à cette situation. Mais pour être vraiment indépendant, il suffit pas d'être bien armé et de quitter le commandement militaire de l'OTAN. Non, il faut surtout fabriquer ses propres armes. Et c'est pour ça que le gouvernement décide alors d'investir massivement dans des entreprises de défense. Sauf que c'est comme une course. Il faut miser sur les bons chevaux qui ont le potentiel d'aller le plus vite et le plus loin. Parmi eux, il y a Dassault, une entreprise qui deviendra une référence dans le domaine de l'aviation militaire. Notamment avec la série des Mirage, dont le Mirage 3, un chasseur supersonique exporté dans une vingtaine de pays. Et plus tard, ils auront un énorme succès avec un avion dont nous connaissons tous le nom. Le Rafale. Introduit dans les années 2000 après des décennies de développement, il est capable de rivaliser avec le F-35 américain, tout en intégrant des technologies françaises. Et le Mirage comme le Rafale sont plus que des simples produits, ce sont des symboles de la puissance militaire française. Mais Dassault n'est pas seul dans cette course. Il y a aussi Naval Group, spécialisé dans les navires de guerre et les sous-marins. Nexter pour les blindés, notamment avec le Charles Leclerc, Thales pour les radars, MBDA pour les missiles, Eurenco pour la poudre et les explosifs, ou Safran pour les drones par exemple. Avec le temps, ces entreprises sont devenues les fondations sur lesquelles repose l'industrie de défense française. Cette industrie qui emploie plus de 200 000 personnes en France. C'est beaucoup, presque 2 fois plus que l'industrie pharmaceutique qui fabrique nos médicaments. Et ces emplois ne sont pas que des chiffres. Ce sont des vies, des villes et même des régions qui profitent du boost économique de l'armement. En Bretagne par exemple, les chantiers de Naval Group à Brest et à Lorient font vivre des milliers de familles. Nous sommes presque 5000 collaborateurs ici au quotidien sur ce site. En France, l'industrie de défense génère 30 milliards de chiffre d'affaires chaque année. Et ce, grâce aux commandes passées par l'État français. Chez Dassault par exemple, les commandes de l'armée française représentent 80% des revenus. C'est un peu un mariage arrangé entre l'État et cette industrie, sauf que c'est un mariage qui fonctionne plutôt bien. Mais le gouvernement ne fait pas qu'acheter du matériel militaire. Non, il investit aussi via des subventions massives en R&D, il régule en donnant son feu vert pour la vente d'armes à l'étranger, et il possède même 26% de Thales et 62% de Naval Group notamment. Mais un secteur aussi stratégique peut pas fonctionner sans une vision à long terme. C'est pourquoi l'État vote tous les 4 à 7 ans pour fixer les budgets et les priorités de l'armée française. On appelle ça la loi de programmation militaire, la LPM. En gros, on décide à l'avance combien on va dépenser pour les soldats, les armes, les bases militaires, etc. etc. À l'époque, la première LPM visait à financer la force de frappe nucléaire. La dernière, quant à elle, a été votée le 1er août 2023 et elle a décidé de la programmation militaire de 2024 à 2030. Une période de 7 ans sur lesquels 413 milliards d'euros seront consacrés à l'armée française. Une augmentation de 40% comparée à la précédente qui s'explique par le contexte géopolitique actuel. Comme l'a dit Emmanuel Macron dans son discours, le budget des armées a doublé en presque 10 ans. Mais pourtant, devant la situation internationale particulièrement tendue, le gouvernement souhaite encore augmenter ce budget initialement prévu. Mais ce document, voté en août 2023, permet déjà de se rendre compte de l'ampleur des investissements prévus d'ici 2030. Tout y est détaillé. Le nombre de satellites, d'hélicoptères de combat, de chars d'assaut, de canons, de drones, de rafales ou de frégates. Mais ça va plus loin que ça, en détaillant par exemple le nombre d'heures de vol par pilote de chasse par exemple. Et niveau budget, on peut y voir que 49 milliards d'euros seront consacrés pour l'entretien du matériel, 16 milliards pour la fabrication de munitions, 6 milliards pour l'espace, 5 milliards pour les drones, mais aussi 5,4 milliards pour les renseignements et 2 milliards pour les forces spéciales. Ah, et si vous vous demandiez pour le nombre d'heures de vol pour un pilote de chasse, dans la marine, l'objectif est de 200 heures de vol par an.
Ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais ça coûte tellement une blinde de faire voler un avion de chasse que les pilotes s'entraînent au final beaucoup sur simulateur. Bon, et au-delà de tous ces objectifs en termes de matériel notamment, il y a un point qui n'est pas oublié. Parce que pour garder sa souveraineté et son avance technologique, l'État français doit aussi continuellement investir dans la recherche pour développer ses futures armes. 10 milliards d'euros seront donc alloués pour l'innovation, en explorant notamment de nouvelles technologies de rupture telles que des essaims de drones ou une capacité de calcul quantique pour faire face aux nouvelles menaces. Avec comme axe prioritaire les armes à énergie dirigée, l'hypervélocité, l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes et le spectre électromagnétique et la guerre électronique étendue. Enfin bref, tout ça pour dire que ça coûte cher une armée, d'autant plus quand on développe de nouvelles technologies d'armement. Et c'est pour ça que les ventes d'armes à l'étranger sont particulièrement intéressantes, parce qu'elles permettent de ramener du cash qu'on va pouvoir réinjecter dans notre armée. Les ventes soutiennent donc notre autonomie stratégique. Mais c'est plus complexe que ça. Prenons l'exemple du Rafale. Pour que la chaîne de production reste viable, il faut produire un certain nombre d'avions chaque année. Le problème, c'est que les commandes de l'armée française sont toujours espacées dans le temps. Sauf que si une chaîne de production s'arrête, il suffit pas de réappuyer sur un bouton pour la redémarrer. Parce qu'il faut rouvrir les usines, reformer des techniciens et relancer tout un réseau de fournisseurs. Et ça prend des années et ça coûte très cher. Et c'est là que les exportations entrent en jeu, parce qu'elles permettent de maintenir la chaîne en activité. Donc au final, il ne s'agit pas seulement de ramener du cash, mais aussi de préserver une capacité de production stratégique. Et ça, l'État l'a bien compris. Sur notre production d'armement totale, on en exportait 8% dans les années 60. C'est passé à 15% dans les années 70 pour arriver à près de 30% en 2021. Aujourd'hui, la France s'est hissée parmi les grands. On parle d'un des 5 plus gros vendeurs d'armes au monde, qui essaye de tenir le rythme face à des géants comme les États-Unis ou la Russie. En 2024, la France est même devenue le 2e exportateur mondial, puisque la Russie a beaucoup moins vendu depuis le début de la guerre en Ukraine. Et pour la France, on parle de très gros contrats. 7,8 milliards d'euros pour 36 Rafales vendus à l'Inde, 6 milliards pour 24 Rafales au Qatar, ou encore 1 milliard pour 4 navires de guerre à l'Égypte. Et derrière ces chiffres, il y a une histoire. Dans le cas de l'Inde par exemple, quand le Premier ministre signe pour ses Rafales, c'est pas juste une commande. Non, c'est un marathon diplomatique qui a duré presque une décennie avec des négociations interminables. Et quand le contrat tombe enfin, c'est une victoire pour Dassault, mais aussi pour Paris qui s'offre un allié stratégique. Pareil avec la Grèce en 2021. Face aux tensions avec la Turquie en Méditerranée orientale, Athènes achète 24 Rafales et 3 frégates FDI. Chaque deal, c'est une poignée de main. Un partenariat, un pion posé sur l'échiquier géopolitique. Et parfois, ce jeu peut tourner au désastre. Il y a l'exemple très marquant de l'affaire des sous-marins australiens en 2021. Naval Group devait livrer une flotte de 12 sous-marins à l'Australie pour 56 milliards d'euros. C'était un contrat historique, le plus gros jamais signé par l'industrie de défense française. Pendant des années, les ingénieurs et les diplomates français travaillent d'arrache-pied. Mais du jour au lendemain, l'Australie annonce qu'elle annule toute la commande pour signer un partenariat stratégique avec les États-Unis et le Royaume-Uni. À Paris, ce jour-là, ça fait la gueule. La France, qui n'a été ni informée ni consultée, rappelle son ambassadeur en Australie et même celui aux États-Unis. Une première dans l'histoire. Naval Group perd donc un contrat colossal. Mais la France se fait surtout humilier sur la scène internationale. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. L'un de nos États membres a été traité d'une manière qui n'est pas acceptable. Les ministres ont exprimé clairement leur solidarité à l'égard de la France. C'est une énorme déception. Il y a eu mensonge, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et cette affaire, elle montre bien que dans l'industrie de l'armement, il suffit pas d'avoir du bon matériel. Non, il faut aussi maîtriser ce jeu d'échecs, parce que parfois, les pions peuvent bouger de manière imprévisible. Mais cette partie d'échecs, elle est encore plus complexe que ça, parce que les intérêts stratégiques et économiques s'entremêlent parfois avec des enjeux éthiques délicats. Vendre des armes, c'est un business qui rapporte 18 milliards d'euros d'exportation en 2024. Mais c'est aussi un choix qui engage la conscience du pays. Parce que ces avions, ces chars et ces missiles ne finissent pas toujours entre les mains de démocraties modèles, comme l'Arabie Saoudite. Depuis 2015, c'est un pays qui est impliqué dans la guerre au Yémen, un conflit qui a fait plus de 377 000 morts selon l'ONU. Et parmi les armes utilisées, on retrouve du matériel français.
En 2018, un rapport de la Fédération de la Ligue des droits de l'homme révèle que des canons César ont été utilisés près de la frontière yéménite, dans des zones où des civils ont été bombardés. Et en 2019, un document de la direction du renseignement militaire a fuité et montre que le gouvernement était informé de l'usage de matériel français dans ce conflit, notamment avec ces fameux canons César. Fabriqués à Rouen par l'entreprise Nexter, vous en avez sans doute déjà entendu parler parce que la France en a fourni en nombre à l'Ukraine pour qu'elle se défende. C'est un canon monté sur un véhicule tout-terrain capable de pilonner une cible à 40 km de distance. Et la France en a vendu à l'Arabie Saoudite. Sauf que 48 d'entre eux se sont retrouvés pointés sur 3 zones du Yémen, où se trouvent des villages, des fermes et des villes. À la page 4 de ce document classé secret défense, on peut y lire que les Césars appuient les troupes loyalistes et les forces armées saoudiennes dans leur progression en territoire yéménite. En d'autres termes, ils bombardent le Yémen pour dégager le terrain aux blindés et aux chars qui envahissent le pays. Mais l'action de l'Arabie Saoudite s'effectue essentiellement par les airs. Et Jean-Yves Le Drian avait été très clair sur le sujet. Nous ne fournissons rien à l'armée de l'air saoudienne. Sauf que voilà, le document précise aussi que des avions de chasse saoudiens sont bien équipés d'un système de guidage de missiles conçu et entretenu par des ingénieurs français, le pod Damoclès. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas le seul pays impliqué dans ce conflit. Elle peut compter sur son proche allié, les Émirats Arabes Unis, qui participent activement à ses côtés au sein d'une coalition militaire, souvent appelée la coalition saoudienne. Et comme le montre ce document, les Émirats Arabes Unis utilisent aussi des armes françaises, comme des chars Leclerc. Dans cette vidéo, on peut voir certains d'entre eux participer aux offensives sur la route de Zabid en juillet 2018. Mais les Émiratis utilisent eux aussi des pods Damoclès. Et ces pods sont notamment installés sur des avions précédemment vendus par la France, des Mirage 2000, dont on sait avec certitude qu'ils opèrent au Yémen. Enfin bref, des armes françaises sont utilisées dans des attaques où des milliers de civils sont tués. Et le gouvernement, qui était au courant, s'en est évidemment pas vanté. Et il a essayé de le cacher. La France ne respecte donc pas ses propres engagements internationaux. Normalement, les exportations de pays membres de l'Union européenne doivent respecter des critères, comme s'assurer que le destinataire garantit le respect des droits humains et la préservation de la paix. Là-dessus, le cas français est difficile à défendre. Pour se justifier, Paris répète que chaque vente est examinée et est validée selon des critères stricts. Mais entre la théorie et la pratique, il y a parfois un gouffre. Et puis, l'État insiste sur le volet économique. Sans ces exportations, notre industrie de défense s'effondre. Sur les 200 000 emplois qu'elle représente, 30 000 d'entre eux dépendent des ventes à l'étranger. Sans les contrats saoudiens et émiratis, des usines ferment et des emplois disparaissent. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en pensent les employés ? Eh ben, ils sont pas toujours d'accord. En 2019, des dockers du Havre refusaient de charger des armes sur un cargo saoudien, par peur qu'elles servent au Yémen. Il y a donc des contestations au sein même de l'industrie. Et à l'international, ça fait aussi du bruit. En 2019, l'Allemagne, choquée par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par l'Arabie Saoudite, suspend ses ventes d'armes au royaume. Et elle en profite pour mettre la pression sur ses partenaires européens, y compris la France. Mais Paris refuse, pour ne pas fragiliser son industrie et ses alliances stratégiques. Même chose avec le Parlement européen qui vote en 2020 une résolution demandant l'arrêt des ventes d'armes aux acteurs du conflit yéménite, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Encore une fois, c'est le silence du côté de la France. Un an plus tard, en 2021, un contrat historique est signé. 16 milliards d'euros pour la vente de 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis. On ressent bien l'existence d'un dilemme. Si la France arrêtait d'exporter, elle se priverait d'un revenu très important. Revenu qu'elle ne pourrait pas réinjecter dans cette industrie coûteuse. Une sorte de cercle vicieux. Parce que pour garantir son autonomie militaire, il faut de l'argent. On produit pour se défendre, on vend pour produire et on ferme les yeux pour vendre. L'éthique devient alors un luxe qu'on repousse parfois à plus tard. La vente d'armes, elle reflète nos ambitions d'être une puissance mondiale. Mais pendant que les contrats se signent et que les rafales décollent, 2 questions restent. Jusqu'où peut-on aller avant que le prix moral devienne trop lourd ? Et l'autonomie stratégique est-elle suffisamment importante pour valoir ce prix-là ?
En tout cas, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré que l'exportation était une condition de notre souveraineté. Et cette souveraineté, elle passe aussi par le rôle de la France dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Parce que défendre son rang en 2025, c'est pas seulement une affaire de chars ou de missiles. Non, c'est aussi une question de positionnement. Pour l'OTAN, on l'a dit, Sarkozy fait demi-tour et réintègre son commandement en 2009. Il veut que la France participe à nouveau à la construction de la stratégie militaire de l'organisation. Mais même à ce moment-là, elle garde un pied en dehors. Sa dissuasion nucléaire reste hors de jeu de l'OTAN. Et ses opérations comme Barkhane au Sahel montrent qu'elle peut intervenir seule quand elle le veut. C'est un équilibre fragile entre coopération et indépendance. Et ça s'arrête pas à l'OTAN, ça se joue aussi au sein de l'Union européenne. Depuis le Brexit, la France est la seule puissance nucléaire de l'UE. Et elle essaie de mener certains projets de coopération. Emmanuel Macron a parlé du parapluie nucléaire français qui pourrait défendre nos alliés européens. C'est-à-dire que la dissuasion nucléaire française s'appliquerait aussi à d'autres pays. Grâce à ça, la France peut essayer de se tailler une place de leader. Et à côté du volet nucléaire, elle pousse aussi des projets comme le SCAF, cet avion de combat du futur avec l'Allemagne et l'Espagne, ou le MGCS, un char nouvelle génération dirigé avec Berlin. L'idée est de rassembler les forces sans tout miser sur les États-Unis. Mais dans les faits, c'est pas encore trop ça. Les Européens achètent très souvent des armes aux États-Unis. L'Allemagne n'hésite pas à solliciter les Américains pour leurs F-35 au lieu des Rafales, et même d'autres pays comme la Pologne misent massivement sur le matériel sud-coréen. Alors que la France, elle pousse pour valoriser des équipements made in Europe. Mais au vu de la situation actuelle, tout ça risque de changer profondément. Et derrière ces choix stratégiques, il y a un autre enjeu qui émerge, la transformation des conflits eux-mêmes. Et c'est important, parce qu'aujourd'hui, la guerre prend un nouveau tournant. Les affrontements deviennent technologiques, voire même souvent invisibles. Et ce tournant, on l'imaginait même pas il y a quelques décennies. Un simple drone peut neutraliser des chars d'assaut qui valent des millions. Et le monde numérique devient aussi un champ de bataille. En 2023, une cyberattaque coupe le réseau électrique ukrainien pendant des heures. La France, consciente du risque, injectera 4 milliards d'euros d'ici 2030 pour blinder sa cyberdéfense. Parfois, une ligne de code peut faire plus de mal qu'un missile. Et puis, il y a l'espace, le nouveau Far West militaire. La Chine teste des armes anti-satellites capables de pulvériser des engins en orbite, pendant que les États-Unis déploient leur Space Force. La France a aussi un rôle dans cette guerre des étoiles. Son commandement de l'espace, créé en 2019, protège les satellites aériennes qui guident ses missiles, mais travaille aussi à des capacités offensives qui pourraient neutraliser les engins ennemis. Et ce, grâce au programme de satellites Yoda. Mais dans tous ces aspects technologiques, la question du financement revient sans cesse. Est-ce que la France a les moyens de rester compétitive face aux mastodontes que sont les États-Unis et la Chine ? 413 milliards d'euros entre 2024 et 2030. C'est une somme colossale, mais tout ça va encore augmenter. On pourrait estimer que notre armée pourrait atteindre un point de forme convenable autour de 90 milliards d'euros par an. Donc près du double de ce que l'on dépense chaque année aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, ça restera très clairement en dessous du Pentagone qui dépense plus de 800 milliards de dollars chaque année. Bon, après, est-ce que les US sont le bon exemple à suivre ? Peut-être pas, sans doute pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le budget français va ne faire qu'augmenter. Et on peut se demander, à juste titre, comment est-ce que ces ambitions militaires seront financées ? Nous sommes partis durablement pour nous installer dans un changement géopolitique, géostratégique où les industries de défense vont avoir un rôle croissant. Le déclenchement de ce changement stratégique s'est illustré très clairement depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. L'invasion russe a rappelé que posséder une puissante industrie de défense était essentiel pour peser sur la géopolitique. En augmentant sa production, la France a aussi aidé l'Ukraine à se défendre, en lui livrant plus de 3 milliards d'euros de munitions, de canons et d'armes. La question du réarmement, mise de côté après la guerre froide, est redevenue centrale au sein de l'OTAN et dans l'Union européenne. D'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment proposé un plan massif estimé à 800 milliards d'euros pour investir dans la défense de l'Europe. Et puis, il y a un autre débat qui concerne la France de manière plus intime cette fois-ci. C'est l'encadrement de la vente d'armes. Selon un rapport d'Amnesty International, plus de 70% des Français estiment que le Parlement devrait avoir davantage de pouvoir pour réguler ces ventes. La dernière programmation militaire a prévu une commission pour ça, mais la Ligue des droits de l'homme juge sa composition trop limitée pour être un véritable contre-pouvoir. Et malgré ces débats, l'industrie d'armement continue de produire et vendre pour garantir la souveraineté militaire. Ça permet de rester compétitif technologiquement et d'avoir plus d'autonomie dans les choix stratégiques.
L'enjeu est aussi économique, parce que plein de Français dépendent de cette industrie. Et puis, l'armement, c'est également un levier diplomatique ultra fort. Alors que les États-Unis s'isolent de l'Europe et que la menace russe grandit, la France a une opportunité de s'imposer comme un leader européen. C'est pourquoi elle passe à l'attaque pour son industrie de défense. Emmanuel Macron a rappelé que par sa dissuasion nucléaire et la puissance de son armée, la France a un statut spécial. Et en multipliant ses investissements, elle compte bien le garder. C'est la suite de l'histoire que De Gaulle voulait construire au final. Un pays autonome et indépendant militairement. Cette obsession de tout contrôler, nos alliances et nos industries, revient finalement à une chose. Vouloir contrôler notre destin. Quitte à parfois fermer les yeux sur certains contrats. Mais ce qui est sûr, c'est que comme dans beaucoup de sujets complexes, rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker mon lien dans la description, ça me soutient beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye.